Ce soir, un bien joli programme puisque on attaque avec Fabien Baratti de la société Emissive. On va parler free roaming colocalisé, on va parler expédition immersive et vous allez voir, ce sont des sujets qui sont absolument passionnants. On va tout de suite retrouver Cédric, le grand chef, et Fabien, notre invité. Bonjour messieurs. Hello. Salut tout le monde. Bonjour. Salut. Comment est-ce que vous allez? Ça va plutôt bien. Merci de l'invitation. Avec plaisir, on a hâte. On a hâte, je pense que le chat aussi. Tout à fait. Alors, petite précision quand même hein, sur l'aspect technique, juste avant qu'on démarre ce meet-up. N'hésitez pas à nous dire, on vous le demande, c'est vrai qu'on le demande à chaque fois, mais n'hésitez pas à nous dire si le son est bon, si la compression est bonne, si voilà, on vous expliquera post-meet-up un petit peu ce qui s'est passé dans les coulisses. Mais normalement, ça devrait être complètement transparent pour vous. En tout cas, si vous avez des gênes, n'hésitez pas, on nous dit que le son est parfait. Écoute, c'est formidable. C'est une excellente nouvelle pour une excellente soirée qui s'annonce. Et du coup, on va laisser la main à Fabien. Parfait. Je démarre comme ça, sans. Ouais, j'y vais. Il t'a jeté dans la fosse. Il t'a jeté dans la fosse. Voilà. Ah non. Non, mais ouais, écoute. Mais oui, moi je suis prêt en tout cas. Mais... Vas-y. Voilà. Ouais. Eh bien, donc je suis Fabien Baratti et je suis directeur général de la société Emissive que j'ai cofondée en 2005. Donc ça fait 15 ans. On est un peu des dinosaures de la réalité virtuelle à notre échelle. Et aujourd'hui, je suis super content de pouvoir parler de free roaming parce que c'est ce qui est sous-jacent à notre nouveau format qu'on a baptisé les expéditions immersives. Et puis, c'est des projets, en fait, du free roaming, on en fait depuis pas mal de temps. Et donc, je vais en parler aussi des projets passés et des projets futurs. Voilà, je pense que c'est un peu ça le programme du jour. Et aussi, je serais heureux, bien sûr, de rentrer dans les détails techniques ou logistiques ou des choses qu'on n'a pas l'habitude de parler en général, puisqu'en général, on parle plus de nombre d'utilisateurs, on pourra en parler aussi, bien sûr, ou de contenu, et on pourra aussi en parler, mais là, on peut parler de plein de choses très, très différentes. Impeccable. Et désolé pour mon intro, effectivement, j'étais perturbé par... Mais non, c'est très bien. C'était à moi d'être prêt sur le qui-vive. Donc, je vais commencer par vous parler des expéditions immersives. Tout le monde voit mon ouais, c'est bon. Ouais. C'est parce que ça, les expéditions immersives, c'est le nouveau format sur lequel c'est le nouveau format qu'on développe chez Emissive et qui est donc basé sur du free roaming. Alors peut-être juste pour finir mon intro sur Emissive, nous on est basé à Paris, on est 25 employés et donc ça fait 15 ans qu'on existe et qu'on fait plein d'expériences utilisant les technologies immersives, donc principalement de la réalité virtuelle, mais on fait aussi de la réalité augmentée, pour aussi plein d'usages différents. On fait de la médiation culturelle, donc là c'est le sujet des expéditions immersives, mais on travaille aussi beaucoup pour les marques, pour de l'événementiel, pour de la formation, pour de la prévisualisation, donc c'est très vaste. Les expéditions immersives, qu'est-ce que c'est nous, on appelle ça c'est un nouveau format. Ça utilise la réalité virtuelle et dans un format, vous allez voir, assez spécifique. Donc, imaginez-vous, vous êtes en famille ou entre amis et vous vous rendez dans un lieu dédié où vous allez être équipé d'un casque en réalité virtuelle et d'un sac à dos, PC ou VR backpack. Et vous allez, pendant 45 minutes, explorer la pyramide de Khéops. Donc là, on a quelques utilisateurs et on se retrouve dans la pyramide de Khéops. On va pouvoir l'explorer de manière libre mais guidée, en groupe. Donc finalement, on reste avec nos proches pendant toute l'expérience et on va pouvoir comme ça accéder à toute la pyramide, à des zones qui sont aussi interdites au public. Et puis, on va même pouvoir voyager dans le temps au moment de la vie du roi Khéops, il y a 4500 ans. Donc,
c'est tout un, tout un programme. Et donc, le principe, voilà, là, il y a quelques images qui datent. J'en parlerai tout à l'heure du projet Scan Pyramids, qui est à la Cité de l'Architecture. Et donc, voilà, le principe, voilà, c'est des slides qui sont très corporate pour nous présenter les expéditions immersives qui sont basées sur le patrimoine culturel. Notre but avec ce format, c'est de permettre finalement aux gens, aux visiteurs du monde entier d'accéder à des sites culturels d'une manière unique et avec les mêmes sensations qu'une visite réelle, c'est-à-dire en marchant librement, donc en free roaming sur des grands espaces et en groupe. Donc on reste en groupe, on reste avec ses proches, on se voit sous forme d'avatar et on peut discuter, on peut communiquer pendant toute l'expérience. Et cette expérience, c'est une expérience, on va dire, interactive dans le sens où on explore, on avance ensemble comme on le ferait dans la vraie vie. Sauf que bien sûr, on peut faire beaucoup plus de choses que dans la vraie vie, puisque la réalité virtuelle nous permet de changer d'échelle, d'aller à des endroits impossibles, et puis aussi, on l'a vu, voyager dans le temps. Donc voilà, nous, un des points des expéditions immersives, c'est ça. Et puis, un autre point qui est là plus business, c'est le fait de pouvoir accueillir des grands flux de visiteurs. Et ça, c'est plutôt rare en réalité virtuelle. Et en fait, on a développé pas mal de briques technologiques pendant ces dernières années pour justement pouvoir accueillir voilà, beaucoup de visiteurs, même des centaines de milliers de visiteurs par an sur un même site, oui. En gardant un format long. Et c'est ça aussi qui est particulier. Donc, format long de 40-45 minutes, free roaming sur un minimum de 300 mètres carrés et en multi-utilisateur, en collaboration avec d'autres personnes. Voilà, alors ça c'est les principes des expéditions. Et d'ailleurs, je voulais juste refaire un mini point sur ce que c'est ce que c'est le free roaming en fait. Oui, tout à fait. Ça allait être ma question justement. Voilà, c'est un peu le sujet du jour. Donc free roaming, bon, en général, on le traduit par déplacement libre parce que roaming, c'est free. Ouais. Je ne sais pas si je suis tout seul à avoir un petit souci de son. Oui, je pense qu'il faut que tu vois pour ton micro, Fabien. Ok, c'est mieux comme ça? Impeccable. Impeccable. Super. Ça peut arriver de temps en temps, j'ai des petits problèmes de micro, mais je sais comment le régler. Parfait. Là, c'est j'ai un workaround. Donc, free roaming, déplacement libre, eh ben, c'est en réalité virtuelle, donc avec un casque sur la tête, la possibilité de se déplacer sur un grand espace. Et quand je dis grand espace, c'est des dizaines de mètres carrés, des centaines de mètres carrés. Là, les expéditions immersives, comme je vous ai dit, c'est un minimum de 300 mètres carrés, mais on peut faire 400, 500, jusqu'à 1000 mètres carrés, où on va pouvoir se déplacer librement, donc sans être gêné par des cloisons ou des objets. Bon, on connaît maintenant tous les casques qui nous permettent de faire la réalité virtuelle de manière libre sur, on va dire, une dizaine de mètres carrés. Voilà. Là, c'est un petit peu le world scale, du coup. Ouais, on peut dire que c'est plutôt du world scale. À un moment donné, on disait warehouse scale aussi, pour ce genre de surface. Voilà, donc le principe, c'est sur un très grand espace, de se déplacer librement. Et j'y ajoute aussi la colocalisation. C'est pas obligatoire, on peut être tout seul, mais bon, c'est dommage, puisque le principe, c'est justement d'être à plusieurs dans un très grand espace où on va pouvoir se voir. C'est important de se voir quand on se déplace librement. Déjà parce que sinon on va se rentrer dedans à un moment donné. Donc voilà, c'est important de se voir. Enfin, on va y revenir, mais c'est vrai que honnêtement, alors tout dépend bien évidemment de la qualité du programme qu'on a derrière et autres, mais s'imaginer comme ça, aller potentiellement dans un hangar, parce qu'on n'est plus obligé d'aller dans un musée ou autre, se dire on y va en famille, on va aller visiter des pyramides avec de temps en temps des sauts en fait, des sauts d'époque et autres. Tout dépend de la qualité du soft qu'il y a derrière, mais il y a moyen vraiment pour le coup de
de faire un voyage exceptionnel quand même. Enfin, c'est la promesse en fait qu'il y a derrière en termes de divertissement, je la trouve, je la trouve énorme et elle fait rêver vraiment. Bah, ça me ravit. Ouais, non, mais Alors, vraiment. c'est vrai que enfin, ici, on connaît bien la réalité virtuelle. On se rend pas forcément compte, si on n'a pas testé le free roaming, la force que ça a. En fait, de pouvoir utiliser son corps de manière naturelle, donc sans avoir à se téléporter ou même à utiliser quelconque contrôleur, mais vraiment, si on veut aller quelque part, eh ben, on s'y déplace naturellement, on y marche. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est-à-dire que ça va faire travailler même notre mémoire voilà, d'une autre manière. On va mieux se rappeler ce qu'on fait. Voilà, la mémoire du corps, c'est hyper important. Et bien sûr, c'est beaucoup plus aussi impliquant. Le fait de devoir se déplacer avec notre corps quelque part, c'est quelque chose voilà, de super fort. Il faut vraiment le tester pour s'en rendre compte. Moi, il n'y a pas longtemps, là, je jouais à Half-Life et je me disais, et donc dans Half-Life, enfin à Alix, donc on se téléporte forcément beaucoup. Et je vois en fait la différence. Ça ferait, enfin le niveau d'angoisse de Alix, il serait décuplé si on doit vraiment s'approcher avec notre corps le long des murs et comme ça éviter les langues qui nous attrapent. Ce serait, ça décuple en fait. Utiliser son corps de manière naturelle, ça décuple l'expérience. Et c'est ce qu'on peut faire donc en free roaming. Et ça augmente Et, aussi l'accessibilité de l'expérience. Vu que tu n'es pas à te déplacer avec un contrôleur, même des gens qui ne seraient pas naturellement agiles avec ce genre de dispositif, ils n'ont aucun souci pour pouvoir rentrer dans l'expérience et en profiter comme tout un chacun, parce que pas limité, quoi. oui, ça aussi, c'est un très bon point. C'est ce que j'allais dire, ça va peut-être augmenter le côté intuitif, mais peut-être un petit peu moins le côté accessibilité pour le coup. Si on enlève la téléportation, je veux dire, quelqu'un, là je vois Ganakel qui dans le chat nous dit on peut même emmener Mémé avec nous, bah peut-être pas finalement en free roaming aller faire aller faire 3 km dans les pyramides. Voilà. On retrouve en fait ces contraintes physiques qui fait que bah, quand vous allez faire une visite en mode normal, souvenez-vous, l'ancien monde, on pouvait aller dans les musées et tout. On marche beaucoup dans les musées, donc peut-être que Mémé, là, pour le coup, elle peut pas. Hein. Ah ouais, je pense qu'en effet, à un moment donné, peut-être une limite, mais pour les gens qui se fatiguent vite, on va dire. Mais en tout cas, en fait, nous, on le voit hein, sur nos expériences que il y a une accessibilité vraiment aussi décuplée. En fait, nous, on communique même pas sur l'aspect réalité virtuelle, on communique vraiment sur l'expérience elle-même et ce qu'on va pouvoir faire à l'intérieur. Et donc, on a des personnes âgées qui viennent avec leurs petits-enfants. Et du coup, comme il n'y a rien à apprendre, pas de bouton, voilà, il ne faut pas apprendre à se servir d'un bouton quelconque, on se retrouve à faire les mêmes choses que dans la vraie vie. Et donc, ça n'a aucun problème. Et puis, d'ailleurs, c'était une bonne remarque, les personnes en fauteuil roulant aussi, elles peuvent accéder à cette expérience. Donc, c'est vraiment très, très ouvert et assez universel pour les visiteurs. Ouais. Ça marche. Moi, j'avais une petite question avant tout. Là, du coup, si on prend cette période sanitaire, justement, crise sanitaire et autres, est-ce que ce sont des choses qui sont faisables à l'heure actuelle, malgré... alors, je ne veux pas parler de confinement total. Hein. Confinement total, c'est mort de chez mort, mais est-ce que du coup... parce que là, on pourrait complètement envisager que dans ce hangar ou autre, et j'imagine qu'on... Pour l'instant, je vais parler de hangar parce que c'est un petit peu ce qu'on a l'habitude d'avoir, mais on pourrait complètement imaginer avoir, pour le coup, une famille, hein, même de 6 personnes, se baladant dedans. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune contre-indication sanitaire réelle, en fait, au sein de la visite. Non, alors, en fait, il y a deux choses sur le plan sanitaire. C'est bien sûr, entre les visiteurs, il y a un nettoyage des casques efficace, ça c'est une chose, mais il y a aussi une distanciation sociale dans l'expérience. Alors, en fait, on a dans notre... derrière, dans notre système, en fait, on a tout un système qui permet de gérer des flux importants de visiteurs, de gérer l'équipement, le contenu, la salle réelle. Et une des features, une des spécifications, c'est justement la distanciation sociale.
entre les visiteurs. Alors, on le fait comme c'est par groupe et par flux de groupe, c'est-à-dire qu'on reste toujours avec notre groupe pendant toute l'expérience, et puis il y a d'autres groupes qui sont avec nous dans l'espace. On décide en fait si on fait la distanciation sociale entre tous les visiteurs ou simplement entre les groupes, parce qu'en fait entre groupes en général on se connaît et on est déjà oui. donc on est déjà Covided si on doit l'être en tout cas. Exactement, et du coup en fait on peut régler ça de manière très simple, mais c'est vrai que le fait d'être en groupe, c'est ultra important pour nous dans notre format. Oui. Et aussi, je pensais à autre chose, un des avantages, là c'est plus aussi business, on va dire, mais nous, on mise sur des lieux dédiés pour faire ça. C'est un format qui peut être fait que dans des lieux dédiés. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais, chez soi, avoir des centaines de mètres carrés, on va pouvoir se déplacer librement, avec d'autres personnes en plus. Et donc, c'est quelque chose qui nécessairement se fera dans des lieux dédiés. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que je voudrais revenir sur 2 points. C'est le côté effectivement la proprioception. Hein, donc, c'est le phénomène en fait d'incarner son avatar est littéralement décuplé quand effectivement on vous retire absolument tous les contrôleurs. Hein, parce que là, on pourrait imaginer selon le contenu. Encore une fois, hein, enfin, je pense que honnêtement, ce qui fait l'attrait de tout ça, c'est le free roaming. Ça, c'est la partie technique. Mais c'est vraiment effectivement comment est pensé le contenu derrière. Et on pourrait même imaginer se privé complètement de contrôleur avec du hand tracking plutôt bien fait, un retour haptique au niveau des gants, par exemple, ce genre de choses. Donc là, vraiment, vous, qui nous regardez, qui avez forcément l'habitude de la VR, qui l'avez au moins testé 2-3 fois et qui savez exactement dans quoi vous mettez les pieds, bah, multipliez-le par 5. Effectivement, au moins en termes d'immersion, c'est complètement fou le niveau de bluff en fait qu'on peut réussir à atteindre en faisant comme ça du free roaming, quoi. Et la deuxième partie, effectivement, c'est que c'est littéralement contre-intuitif, par contre, le free roaming, pour quelqu'un qui a l'habitude de faire de la VR. Je vous assure que moi, à chaque j'ai l'habitude, en fait, hein, donc j'ai 3 mètres sur 3. Dès que je fais 4 mètres, j'ai mon cerveau qui bug en me disant, non, mais là, tu vas te taper un mur. Et du coup, voilà, c'est un petit peu contre-intuitif au début. Il faut choper l'habitude, 5-10 minutes, pour ceux qui ont vraiment l'habitude de faire de la VR dans leur bureau, dans leur espace. Mais après, vous y allez franco et c'est vraiment génial. C'est vrai que pour nous qui connaissons la VR, c'est un peu contre-intuitif au départ. Alors que ça marche pour finalement le grand public, forcément, ça marche tout de suite. Ah bah oui, et ça, c'est assez drôle. Ouais. Et alors, après... et d'ailleurs, ça, c'est aussi quelque chose sur le... Ouais, pardon, Louis. Et après, pour le coup, est-ce que c'est pas... tu disais que c'était lié à forcément un espace pour la dimension free roaming. Effectivement, si on veut se trimballer dans 300 mètres carrés, il faut 300 mètres carrés, un peu d'équipement. Voilà. Après, moi, je suis pas sûr que ce soit je pense que c'est plutôt une force pour obliger les gens à venir et mettre en valeur aussi les endroits dans lesquels c'est exposé. Je suppose que tu en parleras un peu plus tard par rapport à la cité de l'architecture. Mais on avait une question dans le chat qui disait que est-ce que ça serait quand même possible, un jour peut-être, d'avoir des adaptations de projets de chez Emissive pour pouvoir en profiter à la maison, notamment dans la période actuelle où on ne peut pas vraiment sortir et aller justement dans des zones dédiées. Oui, bien sûr. On va faire des versions à la maison. Ça sera forcément pas la même expérience, mais on le fera. C'est juste qu'on le fera après. On commence par créer le format, ce format spécifique dans des lieux dédiés. Puis après, on fera des versions pour chez soi. Voilà. Mais bon, en fait, on a l'habitude aussi de le faire. On a travaillé sur une expérience pour le Louvre là récemment où c'était une expérience qui se faisait pour l'exposition Léonard de Vinci dans le musée du Louvre. Puis il y a eu une version maintenant qui est en ligne sur les stores. Alors c'est pas une expédition immersive, c'est on va dire beaucoup plus classique comme expérience en réalité virtuelle, mais c'est juste pour dire qu'on fait aussi des versions store qu'on peut faire chez soi aussi, à partir d'un même contenu. Voilà. Et je pensais à autre chose aussi qui est assez intéressant dans le fait d'être, comment dire, de s'habituer ou d'être à l'aise dans quelque chose en free roaming. En fait, on compte beaucoup sur le fait que les gens ils ne passent pas à travers les murs virtuels.
dans nos expériences. Parce qu'on a vu qu'en effet, les gens dans les expériences en réalité virtuelle ne passent naturellement pas à travers les murs virtuels. Et donc, ça, en fait, on le prend en compte de manière très forte dans nos expériences, puisque en fait, on adapte le monde virtuel pour qu'il rentre, si on veut, dans l'espace réel. Et donc, on ne va jamais rencontrer un mur réel. On ne va jamais se retrouver nez à nez avec un mur réel. Si jamais ça se passe, bien sûr, on affiche un chaperon et les gens ne rentrent pas dedans. Mais dans une expédition immersive, en fait, on ne voit jamais de chaperon normalement. On compte sur cet aspect naturel que les gens, en fait, c'est quelque chose de pas naturel de passer à travers les murs. Alors, moins pour nous qui avons l'habitude de la réalité virtuelle, mais pour le tout à chacun, on compte beaucoup là-dessus. Et ça marche vraiment. Est-ce que c'est pas quelque chose, est-ce que c'est pas une contrainte qu'on pourrait imaginer s'en aller, pour pouvoir passer outre dans le futur, sachant que le programme sait où il est dans l'espace? J'imagine qu'avec le principe de free roaming, on sait où est la personne exactement dans l'espace. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je sais pas moi, par la suite, que j'avais vu 2-3 concepts un peu comme ça, où les murs pop en fait du bas en fait pop du sol et viennent s'adapter en fait en fonction de ce que la personne doit avoir dans le casque et doit. Je sais pas si je vais pas avoir de vidéo là comme ça là sous la main, mais en gros on aurait des murs qui s'adaptent vraiment à ce que l'utilisateur voit et fait à un instant T. Alors c'est peut-être un délire, hein, c'est peut-être purement de la science-fiction à l'heure actuelle, mais je me dis qu'on aurait les coordonnées, parce que tout le principe du free roaming c'est d'associer du coup, en gros, qu'est-ce qui se passe dans le casque, du coup, et les mouvements de l'utilisateur. Du coup, on aurait les datas, quoi. Et là, tu parles de vrais murs. C'est ça, de faire popper en fait des vrais murs qui bougeraient en fait au fil de l'eau en fonction de ce que l'utilisateur aurait besoin de faire. Alors, je pense que, c'est bien. Popper, je pense que ça paraît compliqué parce qu'en plus, on gère des flux où même on peut se croiser, etc. Ouais. Donc, en fait, il y a des lieux dans la vraie vie qui servent à plusieurs lieux dans la réalité virtuelle, dans la même expérience. Du coup, en effet, il faudrait que les murs ils s'adaptent, etc. Enfin, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui coûterait très, très, très cher, mais bon, en effet, ça serait génial. Mais je pense pas que ça soit vraiment possible comme ça tout de suite. En tout cas, peut-être qu'il y aura une technologie dans le futur qui permettra de le faire facilement et pas cher. Mais ça, bien sûr, on y réfléchit beaucoup à l'aspect haptique, donc le fait de pouvoir toucher les objets. Nous, on prend le parti justement pour l'instant en tout cas, que rien n'est touchable. C'est aussi d'ailleurs c'est un peu une sécurité dans le sens où si on rend un mur touchable, alors il faut les rendre tous. Parce que les gens, sinon, ils s'appuient sur les murs et voilà, ils tombent. Nous, on a une paire de vidéos comme ça. Mais nous, on avait fait une expérience où on est dans une locomotive à vapeur et on est conducteur, on est le mécanicien de la locomotive et il nous est demandé dans l'expérience d'aller regarder ce qui se passe sur les voies devant nous. Donc, il faut passer la tête à travers la fenêtre de la locomotive. Les gens, en fait, ils s'appuient sur le rebord de la fenêtre. Et puis, ils tombent, en fait, puisque bien sûr, ce rebord de la fenêtre, il n'existe pas dans la vraie vie. Et c'est arrivé plein de fois. Et vraiment, c'était pas bien. Les gens sont pas mal, quand même, dans ces cas-là. Enfin, c'est pas... Au pire, c'est du matériel. Après, ça se répare, quoi, mais... Ouais, les gens quand même, hein, tu tombes de tout ton long par terre, bon, ça peut un peu faire mal parfois. Complètement. Mais bon, après, on a fait des sécurités là-dessus. Ouais, j'avoue que c'est compliqué quand ils sont vraiment immergés et qui distinguent plus, du coup, le réel de l'irréel. Mais ok. C'est pour ça que, si on veut quelque chose qu'on peut toucher, et alors il faut pouvoir tout toucher, sinon il faut être cohérent, disons, aussi là-dessus. Ouais. C'est important. Marceau qui nous disait, effectivement, si on veut aller plus loin et jusqu'au bout de mon idée à moi, de ce que je proposais, effectivement, parce qu'après on peut rajouter ventilateur, source chaude, froide, humidité ou autre. Oui, après il faut un parc d'attractions, oui, effectivement, c'est plus un hangar. Mais
Mais Alors, quand ouais, même, je ça rêverais marche. d'avoir ça. Ah ouais, c'est clair, c'est top. Et alors, c'est pas en plus, c'est pas si difficile. Il y a des choses qui sont pas difficiles. La chaleur, le vent, un peu l'humidité, c'est des choses, ou même les vibrations en dessous, c'est des choses qui existent, qui sont faciles à mettre en place. Euh, mais en fait, c'est enfin, dans nos expériences là, justement sur Keops, il y a des gens à la fin de l'expérience, ils me disent, mais vous avez mis un chauffage, un truc, j'avais vraiment l'impression d'avoir le soleil sur moi. Et je fais, bah non, pas du tout. On fait aussi des élévations, un peu comme des ascenseurs, si vous voulez. Mhm. Et les gens, ils avaient vraiment l'impression qu'ils étaient sur une plateforme. Donc en fait, juste pour dire que le sens de la vue, il est tellement important dans notre perception de l'extérieur qu'au finalement, on a des illusions d'autres sens, rien qu'avec la vue. Voilà, ça c'est aussi super intéressant. Ouais. Et qui est vraiment amplifié, du coup, ben voilà, c'est exactement ce qu'on disait avec la proprioception et autres. Il faut vraiment s'imaginer qu'au bout d'un moment, on ne sait plus du tout où on est. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, votre cerveau, en fait, le principe, c'est qu'il va arrêter même de chercher de savoir où il est parce que, et se fier uniquement à ce qu'il voit. Donc, et c'est là où l'effet de bluff prend, du coup, une augmentation supplémentaire par rapport à ce qu'on connaît tous de la VR chez soi, quoi. Ça s'explique finalement mécaniquement, mais c'est génial à expériencer. Enfin, ouais, à Oui, faire. expériencer, sûrement Voilà, ça se dit. on invente des mots. Voilà, j'avais le mot anglais en tête, je me suis dit, je vais pas le balancer, puis du coup, voilà. Ok, ça marche. Moi, j'ai deux, trois questions techniques par rapport au free roaming, du coup. Alors, enfin, je sais que c'est une technologie, hein, c'est une façon de concevoir la VR que beaucoup, en fait, dont beaucoup font de la R&D dessus. Quelles sont les grosses difficultés techniques, en fait, qu'on a sur ce genre de technologie? Euh, En fait, je dirais que sur l'aspect euh, de localisation dans l'espace, même très grand, maintenant, on n'a plus vraiment de grosses difficultés technologiques. Donc, de se déplacer dans un grand espace, voilà, il n'y a plus vraiment de problème technologique. C'est plus un frein, quoi. Ouais, c'est plus un frein. En revanche, c'est plus compliqué d'être à plusieurs. La colocalisation, il faut vraiment que ce soit bien réglé pour que ça fonctionne bien. Donc, la colocalisation, c'est donc d'avoir les avatars des autres personnes autour de nous au même endroit précisément que les personnes autour de nous. Parce qu'elles sont dans Et donc, ça fait que on se voit et on s'évite et on se rentre pas dedans et puis après on peut interagir, on peut se parler, etc. Donc là, il y a des un peu enfin, là, c'est pas non plus il y a plus non plus de frein vraiment technologique, hein, mais il y a besoin d'avoir forcément une latence faible, il y a besoin d'avoir un repère universel, c'est-à-dire que tout le monde est calibré d'une certaine manière et ça voilà, c'est important de bien le faire, forcément. Et c'est facile dans sous certaines technologies d'avoir un point de repère, un point zéro universel. Sur d'autres, ça l'est moins. Là, maintenant, on utilise des casques inside out pour les expéditions immersives. Un casque inside out, eh ben, il a ses propres repères à lui tout seul. Il a son propre repère dans l'espace. Et donc, il va falloir harmoniser en fait tous les points de repère de tous les utilisateurs. Voilà. Alors qu'on n'avait finalement pas ce problème avec nos autres technologies d'avant qu'on utilisait pour le free roaming. Au petit track, exactement. Ouais, parce que du coup, en fait, il va se créer un point d'origine, un point 000. Alors, et c'est très marrant parce que j'avais exactement les mêmes problèmes avec ARKit ou AirCore, hein, donc sur téléphone. C'est-à-dire que c'est au moment où vous lancez le programme qu'il va se créer un 0,0 à l'endroit où il est. Ce qui fait que, du coup, si vous êtes 4 et que vous êtes en cercle, bah, effectivement, il va falloir unifier ces points de repère pour que pour que tout le monde puisse discuter en fait sur le même espace. Et ça, comment c'est fait alors du coup enfin, si tu peux rentrer dans les détails, enfin, si tu peux, ça me passionne ça. Alors, il y a peut-être des choses que tu peux pas dire, mais. Ouais, en fait, sur la méthode de calibration,
En fait, il y a plusieurs choses. Enfin, en fait, pour dire, même avec le système Inside Out, on a maintenant un système qui permet d'avoir un point zéro. D'accord. Voilà. Donc tous les casques, en fait, ils partagent une même calibration. Ok. Quoi qu'il arrive. Donc c'est un système qu'on a mis au point. Ça, c'est propriétaire. Ouais, c'est chez nous aussi. Et en fait, après, il y a plein d'autres défis et des choses plus compliquées qui sont liées au free roaming. C'est par exemple d'avoir le même contenu au même moment, les choses qui se passent. En fait, nous, c'est par groupe. Un groupe, ils sont dans le même moment et le même lieu de l'expérience. Donc, il faut pouvoir, voilà, il faut que ce soit en temps réel, pareil pour tout le monde, comme dans un jeu vidéo. Et puis le groupe d'après, ben lui, il a aussi son univers qui est différent dans le temps et dans l'espace aussi. Et donc, il faut être sûr que chaque groupe, entre eux, voilà, il faut harmoniser là aussi le temps et l'espace entre les différentes personnes du même groupe. Voilà, donc ça pose aussi si on veut que les utilisateurs interagissent ensemble et qu'ils du coup agissent sur le scénario de leur groupe, il faut prendre ça en compte. Enfin, derrière ça, en fait, il y a plein de complexité forcément. Nous, en plus, on gère des flux vraiment importants et d'une manière un peu intelligente, donc qui permettent de s'adapter d'une manière intelligente au lieu réel pour avoir des flux voilà, des flux importants sans jamais se rentrer dedans ou d'avoir des bouchons. Voilà, ça c'est important. Et aussi, l'intérêt, c'est d'avoir la sensation dans un groupe d'être seul dans l'expérience, alors qu'au final, on est entouré de plein de gens dans l'espace. Ouais, paradoxalement, ouais. Ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Je me disais que c'était intéressant peut-être de parler du premier projet free roaming qu'on avait fait, parce que ça permet de voir un peu l'évolution des technologies depuis les 6 ans, spécifiquement sur le free roaming. Complètement. On avait commencé en fait par un projet qui s'appelle The Enemy, qui est un projet dont l'auteur est Karim Ben Khalifa, qui est un photoreporter de guerre. Et c'est un projet qui a été coproduit par Caméra Lucida, par France Télévisions, l'ONF, département, et puis nous aussi, Emissive. Et donc, c'est nous qui l'avons réalisé. Le principe, c'est donc, pendant 45-50 minutes, on va rencontrer des combattants, des vraies personnes, enfin des vrais gens virtualisés, de différents conflits, de 3 conflits différents, et on rencontre une personne de chaque camp dans chaque conflit. Et donc, on va à leur rencontre, ils nous parlent, ils nous racontent leur vie, etc., etc. Et donc, on fait vraiment l'action, le geste d'aller vers eux, alors que bon, physiquement, c'est des gens qui sont assez impressionnants, donc on s'approcherait pas forcément dans la vraie vie. Donc ça nous prend déjà, il faut du courage pour aller vers eux, et on est plus à l'écoute en fait de ce qu'ils nous disent. On est plus impliqué. Hein, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le free roaming, ça nous permet d'être encore plus impliqué. Et donc, on va mieux écouter ce qu'ils nous disent. Et donc, à la fin de l'expérience, qui dure entre 45 et 50 minutes selon ce que fait l'utilisateur, eh bien, on a appris pas mal de choses. Et puis, c'est très émotionnel comme expérience. C'est assez, voilà. Il y a pas mal de gens qui ont les larmes aux yeux à la fin de l'expérience. Et donc, ça, le principe, c'était que on se déplace en effet, pareil, dans un grand espace, 300 mètres carrés. Et je dirais que ça, c'est une expérience mono-utilisateur qu'on fait à plusieurs. Donc, on se voit, on est dans le même espace, on voit les autres utilisateurs, mais on ne va pas interagir avec eux. C'est plus une expérience personnelle. Ça ressemble plus aux gens qui connaissent à Sleep No More. Donc, Sleep No More, qui est cette expérience de théâtre immersif qui est à New York, c'était à Londres, où on se déplace dans un librement et on va rencontrer des acteurs qui font des mêmes moments un peu partout.
et on plein d'autres spectateurs, mais le truc, c'est que c'est quand même une expérience mono-utilisateur, dans le sens où on ne doit pas interagir avec les autres visiteurs. Ils ne sont pas importants dans l'histoire. Ce qui est important, c'est nous et les acteurs et les lieux dans lesquels on peut se déplacer. C'est un peu le même principe sur The Enemy. C'est plus le même principe après de ce qu'on fait dans les expéditions immersives, puisque là, c'est en groupe et en fait, c'est plus interactif. Très collaboratif. Très collaboratif, exactement. Donc ça, c'est The Enemy. Et en fait, au moment de... The Enemy, c'est sorti il y a 4 ans maintenant. Je t'interromps, mais est-ce que c'est encore testable quelque part? Pas en ce moment. The Enemy, c'est sorti il y a 4 ans. C'était à l'Institut du Monde Arabe pour commencer. Ensuite, ça allait au MIT Museum à Boston. Ensuite, c'était au Centre Phi à Montréal. Ça allait à différents festivals. En ce moment, c'est nulle part, mais ça va très certainement être réexploité à un moment donné. Je sais juste qu'en ce moment, c'est nulle part, donc je ne peux pas te dire exactement là où ce sera la prochaine fois et quand. Mais bon, certainement, ça va ressortir. Et donc, il y a 4 ans, en fait, on était les premiers au monde à faire du free roaming à 20 utilisateurs en même temps, parce que c'est 20 personnes dans le même espace The Enemy. On aurait pu faire plus, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, on était à ce moment-là les premiers au monde à faire autant de visiteurs voilà, en free roaming. Et c'était à un moment donné où les backpacks, ils venaient juste de sortir, les backpacks VR. Bien sûr, on ne pouvait pas vraiment exploiter The Enemy ou même faire du free roaming de ce type sans backpack VR. C'était pas réaliste. Mais ça veut dire que toute la conception, la réalisation et le prototype de The Enemy, ça a duré 2 ans. Eh bien, on le faisait, on le faisait un peu à la mano comme on pouvait, quoi. En plus, en espérant que ce genre de dispositif arrive. Et donc, bien sûr, c'est très bien tombé, c'était génial. C'est les Backpack MSI qui sont sortis pile à ce moment-là. Plus, je vous en parlais, le système actif de OptiTrack, donc de tracking de détection dans l'espace. Parce que là, ce que vous voyez, c'est une image du prototype de The Enemy qui était mono-utilisateur pour commencer. On pouvait quand même se déplacer sur une centaine de mètres carrés avec un dispositif OptiTrack. Et donc, OptiTrack, c'est un dispositif normalement de motion capture. Voilà, vous imaginez les acteurs qui mettent des boules réfléchissantes sur le corps pour pouvoir détecter les mouvements et enregistrer les mouvements, donc la motion capture. Voilà, c'est extrêmement précis, c'est vraiment le millimètre. Hein, enfin, c'est en dessous du millimètre quand c'est bien calibré. Et donc, on a utilisé ce système au début, et même encore à certains endroits, pour la détection dans l'espace. Et à ce moment-là, c'était un système dit passif. Donc, les caméras OptiTrack, elles envoient de l'infrarouge, elles rencontrent des boules blanches réfléchissantes, et donc qui leur renvoient l'infrarouge. Et c'est ce que vous voyez sur le dessus du casque de cette personne. On avait mis des boules réfléchissantes d'une constellation, et donc c'est une constellation unique qui est reconnue par le système OptiTrack. Et donc, grâce à ça, on savait exactement la position et l'orientation de la tête du visiteur. Et à ce moment-là, on utilisait un Rift DK2. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Oui, c'est le DK2, là, bien sûr, avec un système OptiTrack. Et puis, on n'avait pas encore les backpacks VR à ce moment-là, c'était tout début. Et donc, on a été relié par un long fil, un long câble, à un ordinateur. Voilà. Et donc, ça, bien sûr, c'est impossible d'être à plusieurs avec un câble. Il n'y a aucune solution, en fait. C'est tout bonnement impossible d'utiliser un câble si on est même deux, parce en free roaming, parce qu'à un moment donné, bien, on va y avoir de l'emmêlage et ça ne va plus marcher. Oui, donc, à un moment... ouais, chute, ouais, ça ne serait pas beau à voir. Donc, en tout cas, pour le prototype, on était allé jusque-là. Et puis, on a fait évoluer The Enemy. Encore une fois, c'était un projet, on est vraiment super fiers d'y avoir participé, autant sur le fond que sur la forme, parce que sur le fond, c'est des sujets très forts qui parlent de conflits, mais qui parlent surtout de paix et d'humanité. Et donc, ça nous a permis de voyager dans différentes zones du globe un peu incroyables. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Congo avec ce projet, par exemple.
Et sur la forme, ben, le fait voilà, de se dépasser technologiquement pour arriver à faire ça, c'était bien sûr génial. Et on est arrivé donc à un moment donné, là que vous voyez sur l'image, où on utilisait des ordinateurs portables. Alors ça paraît enfin ça va de soi d'utiliser un ordinateur portable à ce moment-là. Oui, mais il tenait pas plus qu'une dizaine de minutes pour une expérience qui dure 45-50 minutes. Même j'exagère un peu sur une dizaine de minutes, mais comme c'est très gourmand, même les ordinateurs portables de joueurs de cette époque, ils tenaient pas plus de 10 minutes. Et donc, c'est un problème. Donc, comment on a résolu ça avec un partenaire super cool avec qui on travaille très souvent, qui est un vrai bricoleur. Il nous a mis au point tout un système avec une batterie externe, mais c'est pas une batterie externe standard qu'on peut acheter parce que ça se vide. On a fait le test, hein, mais ça se vide littéralement en une dizaine de secondes. Et donc, ouais, c'est un souci. Et donc, il nous a mis au point un système avec une batterie de vélo. Grosse batterie de vélo, comme ça. Et donc, on a dans le sac, vous imaginez, un ordinateur portable, une batterie de vélo et un transformateur. Tout ça, ça fait à peu près 12 kilos. Vous voyez la personne à gauche, là. Elle penche. Elle penche un peu. Hein. Je peux vous dire que c'était lourd. Ouais. C'était lourd. Ouais, c'était. Mais en tout cas, là, ça nous permettait quand même de faire du pur free roaming. Donc, se déplacer à plusieurs avec ce système, toujours au petit track dit passif avec les boules au-dessus de la tête, et donc ce système très lourd sur le dos. Donc, voilà, ça nous permettait de faire évoluer tout notre système avec le projet. Et puis bien sûr, sont arrivés les backpacks MSI à ce moment-là. Voilà, comment ils s'appellent? Les VR1, il me semble. Ouais, je crois, dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Et donc, à ce moment-là, en fait, au moment de l'ouverture à l'Institut du monde arabe, il y a 4 ans, un tout petit peu moins de 4 ans, vous voyez qu'on avait commandé pas mal de backpacks, hein, puisqu'on pouvait être 20 utilisateurs en même temps, mais on avait du spare en plus. Donc, ça représentait une trentaine de backpacks, plus une trentaine je vais dire une bêtise, là, je suis perdu dans les versions des casques, mais là, on était passé au CV1, je pense. Non, au CV1. Rift, ouais, au CV1. Exactement, la version commerciale, avec le système actif d'OptiTrack, c'est-à-dire qu'au lieu des boules que vous voyez sur le casque auparavant, eh bien, on avait ce qu'on appelle un clip qui se met sur le casque. Ouais. Voilà, c'est ça. Et qui a en fait des diodes infrarouges avec des fréquences spécifiques que les caméras OptiTrack arrivent à reconnaître. Et donc, système Lighthouse avant l'heure, du coup. Un système Lighthouse avant l'heure. Voilà. Mais c'est un système qui permet de faire de très 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 grandes surfaces. Donc c'est cher en fait les systèmes OptiTrack, mais jusqu'à très récemment c'était le seul moyen de faire plus de 100 mètres carrés. Enfin même j'exagère, hein, puisque même le Vive Pro c'est arrivé quand même tard, hein, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et sinon on peut faire 20 mètres carrés maximum à l'époque avec un Vive normal. Vous n'avez pas du tout tenté, parce que là on voit DK1, DK2, CV1, on va faire un petit peu l'historique des casques. J'imagine que vous avez fait un petit peu de R&D sur le système Lighthouse, du coup de Valve. Oui. Oui. Du coup, c'est pas du tout un système que vous avez pris, parce que là, visiblement, vous êtes passé de OptiTrack à inside-out tracking. Est-ce qu'il y avait des points qui, quoi qu'il arrive, ne matchaient pas? Est-ce que c'était au niveau du SDK où c'était bridé et il n'y avait aucun moyen de pouvoir dépasser ce bridage ou... Oui, en fait, le système des Lighthouse, donc de Valve, qui permet d'avoir, en tout cas officiellement, que 4 Lighthouse détectés par un casque. On peut avoir plus de Lighthouse dans l'espace, mais il n'y en a qu'un casque est censé en détecter que 4 pour se situer dans l'espace. Et ça nous limite à 10 mètres par 10 mètres, donc 100 mètres carrés maximum. Nous, clairement, on veut faire au minimum 3 fois plus.
donc on est limité. Il y a des astuces pour augmenter la surface avec d'autres lighthouse, mais il faut les cacher entre elles, etc. Et puis c'est pas vraiment fait pour ça, donc on a mis ça de côté. Et puis de toute façon est arrivé après les systèmes inside out. Et là c'était un no match. Voilà, on va dire que c'est plus logique d'utiliser ça pour des très grandes surfaces. C'est fait pour. Voilà. Tout à fait. On avait une question dans le chat, effectivement. Est-ce que par la suite, plutôt que d'utiliser un backpack, du coup, est-ce que vous n'allez pas tout simplement passer sur typiquement Quest 2, Pux XR2, de l'autonome, avec du coup peut-être juste dans la poche une batterie externe éventuellement pour C'est notre vœu le plus cher. Ça va pas être possible à court terme, à moyen terme même, parce que en fait nos expériences elles sont très belles et donc ça demande beaucoup de puissance. Et clairement, on est très loin, très très loin encore avec les CPU, GPU des casques autonomes. Donc c'est Et puis même, on va vouloir toujours être au maximum de ce qu'on peut faire en termes de qualité. Et du coup, on sera toujours en deçà en termes de performance avec des casques autonomes. Mais la solution, je dirais pas court terme, mais moyen terme, c'est le edge computing, voire même le cloud computing. Donc ça veut dire que on va utiliser des casques autonomes avec une batterie dans la poche, comme tu disais, Cédric. Sauf que tout le calcul, il sera déporté vers des ordinateurs puissants. C'est ça vraiment le vrai futur du free roaming qu'on envisage. Alors, on a Idonde qui pose une question, effectivement, qu'on n'a pas abordée par rapport au free roaming. Effectivement, c'est comment est-ce que un casque, un joueur, du coup, peut avoir l'information en fait d'où sont du coup tous les autres. Donc j'imagine que ça c'est forcément centralisé sur un serveur. On est sur un principe de commande serveur. J'ai plus le merde. Bref, ça a un nom, ce pattern là justement qui fait que du coup on envoie sa position à un serveur et le serveur envoie la position de tous les autres. Ça a un nom. Désolé, mais j'imagine que c'est ce genre de principe, non C'est totalement ce genre de principe. C'est vraiment comme dans un jeu vidéo, on a un serveur qui fait le lien entre tous les visiteurs. Alors, c'est intéressant aussi de voir que le paradigme, il a changé entre OptiTrack et puis maintenant l'Inside Out. OptiTrack, en fait, le système OptiTrack, c'est lui qui connaît la position de tous les utilisateurs et qui va les partager avec tout le monde. Alors que maintenant qu'on a Inside Out, c'est chaque utilisateur connaît sa propre position et va devoir l'envoyer au serveur qui va à son tour le partager à tout le monde. Donc, il y a comme ça des changements de partage d'informations entre les visiteurs suivant la technologie de tracking qu'on utilise. Mais ce qui veut dire, tu vois, pour revenir juste à la question d'avant sur les casques autonomes, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fait, techniquement, au-delà du rendu et de qualité graphique, mais techniquement aujourd'hui, il n'y a pas de verrou technologique supplémentaire à ce que vous avez déjà levé avec les systèmes Inside Out pour les faire fonctionner. Non, pas du tout. Il n'y a pas de verrou technologique, c'est possible déjà. Et puis, il y a d'autres sociétés qui font déjà des expériences de ce type avec du Inside Out, en free roaming Inside Out. D'accord. Ouais, ça fonctionne déjà. Et voilà, c'est très bien. Non, il n'y a plus le verrou technologique. Vous, c'est vraiment ce parti pris de la grande qualité graphique de l'expérience qui fait que le casque a pas la puissance nécessaire pour tenir la route, quoi. Oui, voilà. Donc ça, c'est vraiment notre parti pris. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'on va pas. En fait, on n'utilisera jamais les casques les casques autonomes tels quels. D'accord. On fera très certainement du cloud computing ou du edge computing pour commencer. Voilà, parce qu'on voudra toujours être au max du max de la qualité de l'expérience. Top. Et ça, pardon, c'est d'accord. Non, mais du coup, moi,
bon, je vais arrêter de chercher mon truc, je me souviendrai plus du temps. Ça me réveillera cette nuit, tout va bien. Du coup, non, moi j'avais pas mal de questions, mais par rapport au contenu. C'est du contenu que vous faites vous-même ou vous faites sous-traiter? C'est du. Enfin, comment ça se passe du coup? Parce que ouais, j'insiste vraiment effectivement sur le fait que effectivement le free roaming était un frein, un verrou technique qu'il fallait surtout réussir à enlever. Mais maintenant, après, c'est finalement une bonne part de l'expérience, enfin, même 90% de l'expérience du coup. En fait, la meilleure des techniques, c'est quand on ne la voit plus, quand elle devient transparente. Ce qui fait que du coup, ce qui fait tout le sel de tout ça, c'est l'expérience qu'on a en 3D, l'application. Comment ça se passe pour développer ce genre d'appli? Donc ça, c'est vraiment c'est notre savoir-faire de base chez Emissive. Donc là, en fait, nous, on est structuré comme un studio. Vraiment, on a toutes les compétences en interne pour la création des contenus. Donc, on a des concepteurs, on a des artistes, des développeurs, animateurs, chefs de projet. Donc, on fait tout en interne. Donc voilà, toute la modélisation, tout ce qu'on peut faire, voir, entendre dans l'expérience, c'est en interne chez Emissive. Mais ça demande, en fait, c'est plus pour les concepteurs, ils ont un métier, on va dire, on va plutôt les appeler les UX designers. En fait, voilà, c'est un métier, on va dire, c'est un nouveau métier qui a quelques années. Qui est très particulier. Il faut vraiment s'adapter au format. Donc, déjà, on s'était adapté à ce que peut apporter la réalité virtuelle. Et puis, d'ailleurs, c'est pas fini. Il y a toujours des choses à apprendre et à comprendre sur l'expérience utilisateur dans une expérience en réalité virtuelle. Mais ça demande des choses encore supplémentaires quand on est en free roaming. Comment? Parce que, par exemple, je donne un exemple un peu d'un défi, c'est que d'un défi plutôt de conception, c'est que on est dans un cas où l'expérience, elle va pas avancer, le scénario, il va pas avancer si l'utilisateur, il n'avance pas physiquement. Si l'utilisateur, il reste immobile, eh ben, il va rien se passer, et puis ça va créer un bouchon, et puis ça va pas marcher. Et donc, il va falloir trouver des subterfuges pour faire avancer les gens. Donc, ça se passe par la narration, ça passe par des indices visuels et sonores, etc., etc. Ouais, et pour pousser les visiteurs dans un flux linéaire, on va dire. Voilà. Et donc, le truc de devoir faire avancer les gens physiquement, c'est assez particulier du free roaming. C'est forcément super intéressant. Et alors, dans le genre de questions néophytes complet, si on prend l'exemple de la pyramide, elle fait plus de 300 mètres carrés. Donc, il y a bien un moment où on arrive en limite de zone de tracking et on a quelqu'un qui marche et peut-être que le couloir, il est encore devant lui. Comment est-ce que tu fais pour recadrer l'environnement virtuel pour que les gens ne finissent pas à ne pas pouvoir aller quelque part? Ouais, forcément, à un moment donné, le réel nous rattrape, ça c'est vrai. Et donc, on va là aussi devoir trouver des astuces. Du coup, ça me permet de parler de Scan Pyramids, qui est l'expérience qu'est la Cité de l'Architecture en ce moment, qu'on a créée avec Dassault Systèmes et l'Institut HIP. C'est une expérience qui permet de... En fait, c'est une visite guidée. Donc, cette expérience, on est avec une vraie personne qui est un guide. Donc, on avance dans la pyramide avec une vraie personne et pendant 45 minutes, on visite la pyramide de Khéops comme si on y était. Mais bien plus. Et ça fait 2 ans que c'est à la Cité de l'Architecture et que c'est ouvert au public. Donc ça marche très bien. Bon, c'est fermé là, depuis les confinements, mais ça rouvrira. Et on est dans un espace finalement pas très grand, qui fait, je crois, environ entre 120 et 150 mètres carrés. Et bien sûr, la pyramide de Khéops, ça fait plus que 150 mètres carrés. Donc, oui. Donc, le principe, c'est qu'on va utiliser des téléporteurs, mais des téléporteurs, comment appeler ça, on marche vraiment sur des zones spécifiques qui nous téléportent, où on change d'univers, en fait, où ça va nous avancer un peu plus loin dans la pyramide. Et donc, mais c'est fait de manière assez naturelle. Donc, on avance si on avance dans un couloir, le téléporteur va
nous amener après au fond du couloir et ainsi de suite. Et dans Scan Pyramids, eh bien, en fait, on fait des 8 sans arrêt, ou même, enfin, c'est pas que des 8, mais on tourne sans arrêt dans la salle. On a bien sûr on perd complètement ses repères réels, mais on s'en rend pas compte, et ça marche très bien. Donc, les téléporteurs, en fait, nous, bien sûr, on souhaite que ce soit le moins possible parce que voilà, c'est particulier. Pour nous, il faut que ça aussi ça rentre dans la narration. Il faut qu'ils aient un sens dans l'histoire qu'on vit. Donc voilà, on peut toujours trouver des choses pour qu'ils aient une réalité dans l'histoire qu'on vit. Mais voilà, moins on en fait, par exemple, ce genre de choses. Voilà, exactement. Ça peut être ça. Exactement. En tout cas, il n'y a pas de. C'est sûr qu'on va devoir toujours utiliser des téléporteurs, au moins un petit peu, sauf si on utilise des systèmes où, vous voyez, là où on fait des ronds sans arrêt en pensant qu'on avance tout droit. La marche redirigée. Là, en fait, la marche redirigée. Ouais, en fait, le problème, c'est que c'est unitaire, ça. Enfin, c'est propre à chaque personne. Voilà, exactement. Impossible. Exactement. Ouais. Donc ça, pour nous, c'est pas vraiment possible, même pour des histoires de flux, etc. Donc, on va rester comme ça. En plus, nous, ça nous permet de nous adapter à plein de lieux. En fait, on s'adapte en taille et en forme de pièces. Donc, on remet le virtuel, ça finalement s'adapte au réel de manière intelligente, et on va pouvoir comme ça se déplacer le plus possible en ayant le moins de téléportation possible. Mais voilà, c'est ça le principe. D'accord. Ok. Ouais, ça c'est. Et du coup, oui, ça évite comme ça d'avoir des très grands espaces, ce qui est vraiment top. Moi, je voudrais revenir sur les questions un peu qu'avait Ganakel, parce que c'était des questions de fond, des questions business. Donc, je voulais qu'on traite entre guillemets d'abord les questions techniques avant les questions entre guillemets business. Mais ouais, du coup, approcher les ministères de la culture, approcher ce genre de choses, j'imagine que c'est un petit peu vos cibles. J'imagine que tu le fais, c'est un petit peu ton quotidien. Comment est-ce qu'ils réagissent quand tu leur proposes ce genre Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils sautent au plafond? Est-ce qu'ils se disent, ouh là là, est-ce que c'est pas un peu des gimmicks? Est-ce que c'est pas un peu gadget? Enfin, comment ils réagissent face à tout ça? Notre cher Cédric O ou confrère? Alors, en effet, notre placement spécifiquement sur les expéditions immersives, c'est le patrimoine, c'est la culture. Alors, ça peut être patrimoine culturel, patrimoine naturel, patrimoine scientifique, mais en tout cas, c'est très orienté culture. Et donc, nos cibles, une de nos cibles principales, ça va être les musées ou les tiers-lieux culturels, voilà, ce genre d'endroit. Et ça, dans le monde entier. En fait, dès qu'on peut faire la démonstration, il n'y a pas de question, en fait. Ouais. On voit tout de suite, en fait, dès qu'on peut... Ça, c'est un peu le truc de la réalité virtuelle en général. Hein. C'est très difficile d'en parler, il vaut mieux le vivre, mais c'est encore 10 fois plus vrai sur du free roaming. Et en plus du free roaming à plusieurs. Alors là, en fait, les gens qu'on peut faire tester, voilà, il n'y a pas vraiment de question. Ils sont projetés eux-mêmes, ils ont pu voir la pyramide de Khéops ou un autre lieu, ils se projettent sur d'autres lieux, ils se disent, ah oui, enfin voilà. Ils comprennent tout de suite l'intérêt, voilà, dès qu'on peut faire la démonstration, on comprend tout de suite l'intérêt. Nous, alors bien sûr, en ce moment, en plus, on développe le format, mais on ne peut pas voyager, on ne peut pas faire des démonstrations quand on est en Chine ou aux États-Unis pour le moment. Donc, là, on n'a que des vidéos et nos mots pour donner envie, pour montrer l'intérêt. Et au niveau business, le grand principe sur lequel on appuie fortement, en fait, c'est l'attrait d'un nouveau public pour la culture. C'est pas juste des gens qui sont intéressés par les nouvelles technologies. Hein. Encore une fois, nous, on communique même pas sur l'aspect réalité virtuelle. C'est des gens qui veulent avoir des expériences sociales, des expériences originales, sociales et culturelles. Et ça, en fait, les institutions culturelles, elles sont en grosse demande de ça. Elles ont besoin de renouvellement, de renouveler la muséographie, donc la manière finalement dont elles partagent le savoir et la culture, et la médiation culturelle.
ils sont sans cesse en fait en train de chercher des nouvelles choses. Donc là, ça fait vraiment partie de ces nouvelles choses qui peuvent être intéressantes pour eux. L'autre chose, c'est que comme on peut avoir beaucoup de gens, ça peut aussi avoir des revenus importants. Donc ça, c'est purement business. Mais dans un monde là, alors c'est particulier à chaque pays, hein, mais il y a des pays où les musées ils ferment tous les jours avec la crise. Ils ont besoin d'argent. Et voilà, ils cherchent des nouveaux moyens de créer des revenus, des flux financiers, et ça, c'est un nouveau moyen de le faire, justement. Donc voilà, non, c'est d'accord. Non, mais enfin, je réfléchissais du coup à voix haute, mais enfin, moi, un concept que demain, enfin, dont on a déjà parlé d'ailleurs ici en meet-up, mais que j'aimerais surtout voir demain, c'est le côté de j'ai un musée. Consommer un peu le musée comme on consomme le cinéma, c'est-à-dire que on va dans un musée, un seul lieu, et en fait dans ce lieu, on va pouvoir choisir ou peut-être sur une programmation, hein, tout simplement. Bah voilà, le lundi c'est le Louvre, on va visiter le Louvre. Le mardi c'est la pyramide de Khéops, et pouvoir comme ça avoir un lieu qui centralise et en fait tout l'intérieur reste dynamique et on pourrait comme ça parce qu'il y a il y a pléthore de petits musées qui gagnerait en fait parce que je prends celui de Charles de, enfin oui, de Gaulle. Le musée de Gaulle, il est à Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne. Je mets déjà à peu près à tout le monde au défi de coller la Haute-Marne sur une carte. Encore moins Colombey-les-Deux-Églises et encore moins d'y aller en vacances. Par contre, peut-être que le musée, ça vaut le coup. Et le voir comme ça en réalité virtuelle, enfin, je pense que oui, enfin, il y a forcément un marché, un business à trouver, mais ça va forcément percer à un moment donné, c'est obligé. Enfin, je pense. Ouais, alors ce que tu dis, enfin, c'est sûr. Nous, ce qu'on envisage, c'est justement que ces lieux ils deviennent pérennes et que c'est vrai que dans un même lieu, on va dire équipé, on peut avoir une infinité de contenus. Voilà. Après, sur le concept de visiter des musées, c'est donc tout à fait possible et faisable. C'est pas exactement ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire de copier, dupliquer une visite qu'on peut faire dans la vraie vie. Oui, tout à fait. Après, on peut venir l'augmenter, hein, mais oui. Ouais, c'est ça. Nous, c'est vraiment, on cherche à augmenter et surtout, en fait, on cherche à contextualiser. Donc, un monument ou une collection d'un musée, on va chercher à la contextualiser dans l'histoire, dans son usage. Et donc, voilà, Khéops, on le voit dans son usage de l'époque. On peut imaginer que des objets dans un musée, eh bien, on les voit utilisés dans leur usage premier. Et donc, ça, c'est la contextualisation. Et ça crée du lien avec le site réel. Donc, c'est très complémentaire, en fait. Ça, c'est important, c'est la complémentarité. Et créer du lien, c'est créer de l'émotion, c'est s'attacher à des objets. C'est vrai que dans plein de musées, hein, la muséographie, c'est d'avoir des vitrines avec des objets. Et avec parfois une petite légende, parfois même pas de légende, et c'est particulier. Hein. Ça n'attire pas tout le monde. C'est pas. Je voilà. dirais même que ça n'attire plus une certaine génération, hein, dépassé les années 2000, effectivement. Les millennials, je suis pas sûr que le musée ait beaucoup d'avenir dans son système actuel, en tout cas. Ouais, exactement. Et donc, un de nos objectifs avec les expéditions immersives, c'est justement de donner de la vie, donner du contexte à ces collections. Et après, c'est là où elles prennent tout leur sens, en fait. Et justement, pour cette partie scénarisation, en fait, de l'expérience, vous travaillez avec qui pour faire ça? Le musée, des chercheurs en histoire, des enseignants, dans le cadre du projet L'Ennemi, c'est ça, qui était le premier que vous aviez fait? C'était directement avec des personnes qui avaient vécu ces conflits-là. Voilà. Où est-ce que vous allez chercher l'aide pour scénariser tout ça?
Ouais, ça c'est sûr, on travaille avec les experts, c'est obligatoire, enfin pour nous en tout cas, il faut être rigoureux. On est rigoureux dans notre contenu, dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on partage avec le public. Et donc pour ça, eh bien, il faut avoir des experts. Nous, on n'est pas les experts de tous les sujets du monde, donc c'est pour ça qu'on doit s'entourer des meilleurs. Donc c'est le cas pour la pyramide, et c'est le cas pour les autres expéditions sur lesquelles on est en train de travailler. Donc on travaille, ça peut être des historiens, ça peut être des architectes. Dans le cas de The Enemy, c'était particulier hein, puisque c'était lui l'auteur, mais Karim, c'est en effet le reporter de guerre, c'est lui qui sait interviewer, sait trouver les lieux, les conflits, les personnes à interviewer, comment partager ce qu'ils ont à nous dire, comment choisir, sélectionner. Donc forcément, nous on travaille avec les experts de leur domaine. Ça c'est obligatoire, c'est super important pour nous. Nous d'une certaine façon, on fait de la fiction parce qu'on raconte une histoire, mais dans un contexte très réaliste et très rigoureux scientifiquement. Je vais avoir une question, elle va être hérétique. Hein. Cette question, je préfère l'annoncer comme ça, mais même si je suis également un grand défenseur de la culture, et que je pense que la VR a enfin, c'est une arme, hein, c'est un bazooka pour clairement la culture, parler de choses, et s'imaginer, et ne plus s'imaginer des choses, mais vraiment les vivre et les expériencer, hein, pour reprendre ce terme. D'un autre côté, je pense que s'il y a des défenseurs, c'est aussi parce qu'on est sur des générations qui, la culture, bon, voilà, bof, en moyenne. Hein, Est-ce qu'on pourrait imaginer que sur le même principe, on puisse faire moitié culture, moitié divertissement? C'est-à-dire, imaginer, repenser un film, alors peut-être que c'est plus du tout un film qu'il faudrait appeler, mais une expérience de 45 minutes qui vous plongerait, par exemple, dans quelque chose de purement fictif, mais basé sur le free roaming, qui te ferait vraiment vivre une histoire, peut-être plus dans cette dimension historique, mais vraiment aller chercher de l'émotion pure, vraiment le divertissement, quoi. Alors, ouais. Enfin, nous, pour préciser, on est aussi dans l'émotion pure et le divertissement, même si c'est dans un contexte, on va dire, rigoureux scientifiquement. Oui, tout à fait. Mais bien sûr, après, là, on va dire qu'on se complique, parce qu'on peut très bien se passer de cette rigueur et faire de la pure fiction. Et bon, c'est ce qu'on... Enfin, en termes de free roaming, hein, il existe déjà des choses. The Void a fait des choses autour de licences, donc de pure fiction. On a Dreamscape, voilà. Donc ça, c'est des expériences en free roaming qui sont voilà, de la pure invention où on mise uniquement sur l'émotion et la sensation, et c'est très bien. Voilà. Et nous, on a pris ce parti justement, on a essayé de prendre quelque chose qui n'était pas encore... le parti vraiment culturel et historique. Exactement. Tout à fait. Parce qu'en plus, c'est dans notre ADN à Emissive. On travaille depuis le début d'Emissive avec des institutions culturelles et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pour ça qu'on aime rester dans ce je ne vais pas dire une niche, mais en tout cas dans ce domaine. Ouais. Non, mais tout à fait, mais peut-être aussi, peut-être que j'ai mal formulé, mais peut-être que je vous voyais peut-être aussi un peu trop dans le côté vraiment purement historique, mais effectivement, le chat à patard, un peu à la Medal of Honor, c'est-à-dire que demain, on vous présente la guerre des tranchées, on est vraiment dans une tranchée, à se rendre compte de ce que c'est, à la hauteur de la tranchée, à savoir à combien de mètres sont vos ennemis et autres, et avec cette dimension un petit peu culturelle, mais ça reste, à mon sens, encore de l'ordre de la prise de conscience et du divertissement. C'est un mélange des deux, en fait. Après, c'est vraiment un mélange. Il faut imaginer qu'on va rencontrer des personnages historiques sur lesquels on aurait fait beaucoup de recherches. Mais bien sûr, on va leur faire dire des choses qu'on ne sait pas s'ils l'ont dit dans la réalité. Mais en fait, voilà, c'est vraiment un mélange de... je ne sais pas comment appeler ça, fiction documentaire, immersive. C'est très particulier. On peut retrouver ça dans des... aussi dans des livres. Hein. Enfin, même, ça, c'est quelque chose qui existe même énormément dans les livres. Hein. La fiction historique, voilà,
Et comment on fait avec du beaucoup. storytelling alors là-dedans? Je veux dire, c'est une compétence métier que vous aviez déjà, que vous avez donc, j'imagine, monté en compétence au sein de. Et, bon, enfin, forcément, il faut monter en compétences Oui, parce que c'est des parce que médias, nouvelle médiums techno. qui n'existent pas. Tout à fait. Voilà, exactement. Mais en tout cas, on a chez Missive, on a deux concepteurs qui sont super et qui sont toujours à l'affût euh, des nouveaux dispositifs, des moyens de les utiliser et des moyens de raconter une histoire avec. Ou vice-versa. On a envie de raconter une histoire, comment on va utiliser le dispositif. D'accord. Et oui, alors ils sont forts pour raconter des histoires, pour faire passer des messages et pour euh, faire interagir les gens. Comme je disais, ça c'est aussi quelque chose qui est des contraintes, on va appeler ça une contrainte qui vient aussi dans le jeu vidéo. Hein, il faut que les joueurs ils interagissent, sinon il ne se passe rien. Et donc il faut les amener à interagir. Et puis il faut qu'il y ait comment dire, voilà, il ne faut pas que ce soit compliqué, ou alors il faut que ce soit crescendo. Et voilà, c'est tout un art, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il faut que ça L'expérience soit utilisateur. didactique, intuitif. Enfin, quand c'est pas intuitif, en tout cas, à minima didactique, ce genre de choses. Ouais. D'accord. On nous dit effectivement, enfin, c'est vrai qu'il y a un point hein, sur le musée, le côté un petit peu je déambule dans le musée, je prends mon temps, enfin, c'est une liberté qui est propre au musée. Euh, du coup, elle prend ici effectivement complètement une autre dimension. Hein. Alors là, pour le coup, je relis la phrase, mais est-ce que du coup, vous avez des expériences comme ça un petit peu plus oisives? Parce que là, on voit que la pyramide de Khéops, on a donc un guide, c'est-à-dire voilà, c'est borné à tant de temps et tout ça. Est-ce que vous avez typiquement Bah, Ennemi, il l'était un peu, hein, finalement, on est solo et on se balade. Est-ce que c'est timé ou est-ce que vraiment il faut se Alors, balader? ouais, ça c'est aussi, enfin c'est une très bonne question. Euh, la liberté qu'on laisse consciemment ou inconsciemment aux visiteurs. Euh, le mieux, bien sûr, ce serait de leur donner toute la liberté, enfin en tout cas une très grande liberté. Le Euh, plus et possible. euh, voilà. Par contre, en fait, derrière, ça pose des contraintes plus business justement. On est dans des grands lieux, il faut faire entrer du monde dedans. Et donc, laisser une trop grande liberté aux gens, eh ben, ça va pas marcher en fait. Là, Ouais. c'est pas impossible. Hein. On peut très bien créer des expériences qui seraient donc, à mon avis, plus de l'ordre artistique, parce elles auraient plus de chances d'exister dans ce format, on va dire, pour des festivals ou des choses comme ça. Euh, mais pour quelque chose, on va dire, de plus pérenne, un format plus pérenne, il va falloir absolument gérer des flux. Et donc, gérer des flux, ça veut dire, en fait, enlever de la liberté aux visiteurs, mais sans leur donner l'impression qu'ils ont perdu de la liberté. Oui, tout à C'est fait. là où Ouais. on en revient à Ouais. ton histoire de storytelling de tout à l'heure, entre Mm. fiction, réalité, loisir, documentaire, liberté de faire ce qu'on veut et en même temps on te pousse un peu aux fesses pour que tu avances. Voilà, c'est là tout l'art du storytelling puis de la conception de ce genre d'expérience. Donc, Exactement. C'est pas simple, mais on c'est ne flatte exactement pas. ça. Non, ça, effectivement, je veux bien le croire. C'est pas simple du tout. Moi, alors, je sais pas trop comment on est côté planning. Moi, j'avais encore une question, par contre, que je voulais Ouais, on a poser le temps pour une petite absolument dernière question. et que je pose effectivement assez souvent. C'est juste histoire enfin, admettons, je me mets à la place enfin, moi, j'ai un musée, je veux raconter une histoire, je passe par vous, j'ai envie, en fait, ce genre de projet me fait envie. Euh, Grosso modo, sur une très grosse louche, il faut compter un budget de combien sur ce genre de projet à monter qui fait Ouais, appel à ça plusieurs c'est. acteurs, hein, donc en plus. Oui, je pense que c'est dans les plus. Enfin, c'est clairement le genre de projet VR les plus chers qui puissent exister. Mhm, Ce genre de projet. Donc, on est bien au-dessus du million d'euros. d'accord. Euh, bien au-dessus.
Euh, voilà, donc après, ça va dépendre aussi du contenu, hein, forcément, parce que voilà, dans ce genre de domaine, un même contenu, enfin pas un même contenu, mais justement, il y a des contenus qui peuvent être beaucoup plus compliqués, complexes à créer ou à recréer euh, qu'un autre. Notamment, par exemple, plus il y a de personnages, ça c'est toujours en fait, les personnages, c'est toujours une des, un des coûts les plus importants d'une expérience. Alors, s'il y a 2 fois plus de personnages dans une expérience que dans un autre, ça va énormément faire augmenter la note. Donc, ça dépend très fortement du contenu. Mais bon, voilà, sur 45 minutes d'expérience, on est sur des productions de bien plus d'1 million. Et donc, les musées, s'ils sont intéressés, ils viennent nous voir. Soit on travaille avec eux spécifiquement sur un format expédition immersive. Et donc, là, c'est des coproductions. Comme j'ai dit, c'est des montants importants. Donc, il va falloir monter le projet. Voilà, mais c'est tout à fait faisable. Et puis, l'autre possibilité, là, c'est de faire d'autres types d'expériences qui ne soient pas forcément des expéditions immersives. Comme nous, on fait depuis 15 ans. Hein. Donc, ça peut être des choses très différentes en réalité virtuelle, en réalité augmentée, mixte, où c'est forcément aussi beaucoup moins cher. Beaucoup, beaucoup moins cher aussi. Ouais, tout à fait. Non, puis j'imagine aussi qu'on a des tas d'aides, notamment par le CNC, ce genre d'organisme, le ministère de la Culture, hein, même directement, qui justement est en passe en ce moment pas mal de réfléchir à comment on fait avec cette culture justement qui est au ras des pâquerettes depuis plus d'1 an maintenant et sûrement encore pour 6 mois, 1 an. Donc voilà. Mais en tout cas, professionnel, si jamais ça vous a... Enfin, professionnel, ou si vous voulez vous lancer, ou si... Enfin, voilà, si ce genre de projet vous tente, vous savez au moins à peu près vers quoi vous tendre, enfin, vers quoi tendre en termes de budget. C'est sûr que là, on est vraiment dans le high level, mais d'un autre côté, ça le mérite aussi, hein. Ouais, et puis moi je voudrais quand Ça. même juste compléter un truc, hein. Même là, le tarif que donne Fabien a l'air fou il peut avoir l'air fou pour des personnes. Et on nous dit dans le chat, c'est pas si cher parce que ça préserve des lieux, ça fait connaître la culture, etc. Et il faut quand même bien Ouais. se rendre compte que même une expérience standard en réalité virtuelle, un peu de qualité dans un domaine pro d'une dizaine de minutes, on va déjà chercher quand même dans les 25, 30, 35 000 euros assez facilement. Donc là, on est sur des expériences qui font 45 minutes sur des très beaux environnements avec des technologies complexes. Donc, c'est pas aberrant. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ce chiffre Non, parce que du c'est tout. vraiment le montant que ça vaut. Bah non. Bah non, c'est pas aberrant du tout. Vous avez des sites internet qui coûtent bien plus cher que ça, hein. Oui. Là, on parle de sites internet en HTML, tout qui va bien. Donc non, c'est pas du tout aberrant. Puis surtout, il y a un véritable business plan quand on monte ce genre de projet. On sait qu'on récupère son argent sous tant d'années. Vous avez des investisseurs, vous avez des organismes, des subventions pour vous aider. Enfin, c'est pas 1 million que vous allez mettre de votre poche comme ça de but en blanc. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez que ça existe. Honnêtement, pour moi, enfin, mon avis vaut ce qu'il vaut, hein, très clairement. Mais c'est l'avenir d'une bonne partie du monde de la culture, très clairement. Parce qu'on arrivera aussi dans une société où il va falloir penser à préserver les sites tels qu'ils sont, mais préserver, ça veut pas dire mettre un gardien qui fait le ménage et 1 million de visiteurs par an. Préserver, ça veut dire le laisser tranquille, ce lieu. Et donc, va falloir trouver des solutions alternatives. C'en est de très très bonnes. Donc, voilà, pour des questions écologiques, pour des questions... Enfin, voilà, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais pour moi, on arrive dans un monde où, voilà, allez visiter la pyramide de Khéops, vous le ferez plus tous les ans. Dans quelques années, il y aura plus des millions et des millions de visiteurs directement là-bas sur site, quoi. Donc, c'est une très très bonne alternative. Il va falloir qu'on clôture tranquillement, messieurs. En tout cas, Fabien, moi, je vais juste répondre à quelqu'un qui a dit dans le chat très en avance, et on n'a pas pris le temps de rebondir dessus, qui disait, elle a l'impression, alors je dis elle parce que je crois que le nom me faisait penser à du féminin, mais cette personne nous disait que elle avait l'impression que les producteurs français étaient très bons. Et oui, les producteurs de XR françaises sont très très bons et ils sont pas assez connus en France et c'est bien dommage et ils font encore beaucoup trop de business à l'étranger par rapport au business qu'ils arrivent à faire en France.
Moi, je suis très Ça, parce content. que ETR n'est pas assez connu, c'est pour ça. Faites connaître ETR et on fera connaître les producteurs XR. Non, non, mais ouais, en France, on cartonne bien. Et moi, pour le coup, je suis Ouais. ravi que Fabien soit venu ce soir parce que, et encore une fois, je le dis, c'est pas parce qu'il est là, mais Scan Pyramid, c'est une des plus belles expériences, je pense, au monde, très sincèrement. Du coup, voilà, qu'il soit venu nous en parler et comment ça marche derrière. Merci beaucoup à toi. Eh ben, je voudrais tester, moi, du coup. Ah, merci beaucoup. Oui, bien, dès que ça rouvre, je vous invite, je vous invite tous. Ce sera Et avec d'ailleurs, plaisir. je rebondis juste pendant une seconde sur ce que tu disais sur les studios français. C'est vrai que on a la chance d'être dans un pays où on a pas mal de très bons studios et on fait partie du French Immersive Studios, justement, qui est un groupement de studios Mhm. à l'assaut du monde entier. Et donc voilà, et c'est important aussi de parler de French Immersive Studio. Tout à fait. French Immersive Studio, ok, bah c'est noté. Bah, et puis, ben, moi, je pense qu'on trouvera un grand intérêt aussi à vous contacter, hein. Je pense qu'on peut justement faire des choses pour que vous mettiez en valeur justement votre savoir-faire, tous autant que vous êtes. Ça marche. Vous êtes combien de studios d'ailleurs dans cette assos? Pour l'instant, on est 6. Ouais, ouais. Bah, mine de rien, ça. Avec des studios comme Backlight ou ce genre Ouais, Exactement. ok, ça marche. Exactement. Bah, qu'on Backlight fait salue, partie de... qu'on salue au passage. Ok, ok, ok. Bon, bah, ça marche. Bah, un grand merci à toi, Fabien. C'était, bah, comme d'habitude, bien évidemment, les meet-ups sont toujours extrêmement enrichissants et je vais le dire à chaque fois, mais c'était super, super, super cool de pouvoir échanger sur ces thématiques-là qui sont, bah, à mon sens, super importantes, hein, que ce soit la culture ou l'aspect technique du free roaming. C'était vraiment passionnant. Tu reviens bah, quand tu veux. Bah, vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait très, très plaisir de parler de tout ça avec vous, d'aller un peu dans le détail. Et merci aussi aux gens du chat qui ont posé de bonnes Ouais. questions.